on peut arrêter de tuer des innocents ? Voilà, Ouais, c'est ça. C'est le slogan quand même. Hein. C'est on arrête de tuer des innocents ? C'est possible ou c'est comment ? Bienvenue dans le podcast que tu kiffes le plus, je le sais, chez Kevin Razi. Moi-même, Kevin Razi, toujours content de vous recevoir chaque mardi soir en compagnie de Dr H à mes côtés. J'espère Salut. que tu vas bien, mon frangin. Tranquillou. Bah oui, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Ah. Bah, ça fait 2 semaines en vrai. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu tourner la dernière fois, donc on avait tourné en avance un épisode qui a fait beaucoup parler, celui sur la sorcellerie. On va revenir là-dessus après. Y a ma chérie à la réalisation et au montage, Gaëlle Canicagnan, que vous pouvez checker sur la chaîne Maskoff, où elle fait des interviews de dingue. Il y en a une qui va arriver avec Arnaud Vidalère, vous allez voir, elle est incroyable. J'ai mon gars sur showrunner au son, c'est Monsieur Mourad Mokadem. Ouais. Et Mani le chat qui va venir, il est dans les parages. Bah voilà, putain, on est... Okay, c'est bon, assis-toi. Allez, allonge-toi un peu, voilà. Là, tranquille. Putain, ça fait stylé devant les gens, en plus ça fait genre et tout, je lui demande... continuez de nous suivre, ça fait plaisir. Merci pour vos messages, on va en lire quelques-uns sur les réseaux, partout, sur YouTube, donnez de la force, sur les plateformes de podcast, les 5 étoiles, tout ça, abonnez-vous, ça fait plaisir. On a toujours des livres de disponibles aussi si vous aimez bien ce qu'on raconte, hein. N'oubliez pas, Fake News, évite de tomber dans le piège, on met le lien dans la description, et Science Flix, c'est sciences humaines expliquées à travers les séries qu'on a écrit aussi avec Hamza et Hanès Garouche, le petit frère. GGG aussi, un autre truc que je voulais vous dire, bah voilà, on va c'est par rapport à l'épisode sur la sorcellerie qui a fait beaucoup jacter. Il faut qu'on fasse une réponse parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages longs comme mon bras, des notes vocales, etc. pour me dire ouais mais là il dit n'importe quoi ton gars, c'est pas parce qu'il a mis des lunettes qu'il dit la vérité. Et donc attends, je arrête. non ouais mais des lentilles c'est bon. Donc non, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire mieux qu'un épisode pour répondre aux messages. On va faire un live la semaine prochaine, donc le dimanche. Notez bien, le dimanche à environ 21h. Je dis environ, d'accord, hein, si c'est avant, ça avance, si c'est après, ça après. Mais voilà, aux alentours de 21h, on fera un live. Probablement sur Twitch, probablement sur YouTube aussi, parce qu'on peut faire des lives. Okay. On vous dira très vite hein, où on le fera. Mais restez connectés sur la chaîne, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche. C'est pour ça qu'il faut suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc. Comme ça, vous aurez l'info. Je le mettrai sûrement en story, sur mon Instagram. Et sur l'Instagram de l'émission qui s'appelle Rendez-vous Kevin Razi en Instagram. Donc on fera un live comme ça, au moins on aura les questions. On pourra peut-être même faire monter des gens et tout, voir si on peut discuter et tout en direct, ce serait encore mieux. On commence d'abord par les réactions. Et oui, aujourd'hui on va parler de liberté d'expression. Voilà, c'est le sujet, c'est le thème d'aujourd'hui. Et j'ai plein de choses à dire. J'imagine que toi aussi, voilà, parce qu'en ce moment on est en plein dans un truc avec tout ce qui est apologie au terrorisme dans les débats par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. Et ben là c'est le moment d'en parler. Il y a eu des réactions trop choupies. Alors oui, Justine Samas qui dit je suis abo dans les premiers, même pas un big up. Joe Couvreur, ah bah Joe Couvreur, je suis désolé, mais big up à toi parce que tu t'es abonné. Je crois que t'as pris un pack HMD. D'ailleurs merci. Ouais, t'es le meilleur. Tous ceux qui prennent des packs. J'adore ces commentaires en plus. Ah ouais, en plus il prend le temps et tout. Ouais, trop bien. Et d'ailleurs petite info, c'est normal si vous avez reçu un mail de vos packs ont été annulés, etc. Ils vont être rétablis. C'est juste que là c'était un petit ajustement technique parce qu'on va peut-être bosser avec un nouveau partenaire et du coup comme je l'ai fait monter en gros dans la chaîne machin et tout, ça a créé des trucs. Voilà. Donc je pense que maintenant vous avez compris. Pascal qui dit j'en ai marre, c'est beaucoup trop passionnant ce qu'ils font pour que cela ne dure que 1h20. Toi t'es trop mimi hein. Alors là c'est gentil. Ah bah dis donc. Ouais parce que nous on se dit parfois peut-être là c'est relou c'est un peu et long, tout. Ouais c'est ça. Bah merci, ça fait plaisir. Ouais. Ça franchement ça donne beaucoup de force. Bah ouais. Trop bien. Il y a Asma Ansi qui dit je ne suis pas abonné, je ne compte pas m'abonner à ce genre d'épisode de merde. Assumez plutôt que vous voulez aller voir le film. Ah oui, elle parle de Sijin parce que c'était ça la base de. Parce qu'on n'était pas clair. Ouais. Mais elle a quel âge si vous avez qu'on vous le déconseille, ok. Ouais, je préfère ça que trouver des excuses pour aller le voir, raconter de la merde. Beaucoup la merde dans beaucoup de fois merde dans le concept. C'est intéressant. Dans tout et même dans la façon d'écrire. Donc du coup c'est compliqué. Primaire, maternelle. Mais merci, voilà, c'est bien. Ok, on prend note. Garde la pêche. Nessiat qui dit une copine pendant une rokia d'un charlatan a subi des attouchements sexuels car ce mec était en collab avec une femme qui rassurait les femmes. Faites attention. On va en parler. C'est un peu pour ça qu'on en a parlé. Hein. C'est aussi un peu pour ça. Tous ces charlatans, des gens qui ont brûlé leurs économies à cause de charlatans qui te disent non mais je vais désensorceler ta fille, la détresse des gens, fils, la détresse des gens. Christophe Comat
qui dit épisode génial. Merci beaucoup à vous deux. Cette ambiance, ces informations, les explications avec la petite touche d'humour. Et il met des emojis qui applaudissent. Et qui jouent. Ah, bah, c'est mon pote Christophe qui habite. Je viens de capter ces types qui habitent aux Canaries. Il nous écoute de là-bas. Oh. Je sais comment j'ai capté parce qu'il a mis un cœur jaune et un cœur violet parce qu'il est fan des Los Angeles Lakers. Nice. Merci beaucoup mon type. Il y a World Eyes Vision qui dit je vois que je suis pas le seul à vouloir au moins 2 épisodes par semaine. C'est vrai que c'est relou les gars. Moi même un épisode par jour je suis là. Merci. Ouais, franchement merci. Puis beaucoup de likes, t'as vu, c'est vrai. Ouais, merci. Et vous savez quoi ? On y songera probablement pour la rentrée, mais pour ça, il faut que vous puissiez nous soutenir. Donc, plus vous prenez des packs HMD, FOIM, plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues. Ouais. Et plus ça nous permet de générer le financement de tout ça, parce que vous vous doutez bien, on fait 1000 choses à côté. Nous, on aimerait ne faire que ça, mais ça, it's up to you, j'ai envie de dire, ça dépend. C'est un travail qu'on fait ensemble. Plus vous nous donnez, plus on vous rend, et ainsi de suite. Et après, Et ça nous touche beaucoup, ça nous encourage de fou. Franchement, merci pour l'encouragement. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, honnêtement. Merci 1000 fois. Il y a Asuna qui dit je découvre votre émission très intéressante et agréable à l'écoute, mais je pense que ce serait une mauvaise idée de faire plus d'une vidéo par semaine. L'émission perdrait un peu de son côté rendez-vous du mardi soir. Les gens perdraient peut-être un intérêt pour l'émission si elle devient moins attendue. Un peu comme les séries qui nous tiennent en haleine avec un épisode par semaine. Après, à vous de voir. C'est pas con. C'est les 2 écoles de Netflix, si tu veux. J'en ai parlé avec Gaël, tu vois, et je lui disais, c'est vrai que moi, j'ai pas envie qu'on tombe. Imagine, demain, on a les moyens de faire une quotidienne. On en a déjà parlé avec Mourad. Moi, j'ai pas envie de me brûler dans la quotidienne parce que justement, on se permet de mettre en lumière les gens qui sautent sur l'info pour mal l'interpréter et qui racontent de la merde. Et j'ai pas envie que nous-mêmes, on se retrouve dans une urgence à devoir commenter des choses. Alors que là, quand on a une semaine de recul, on a une semaine de recul, mine de rien, tu vois. On n'est pas là à sauter sur les trucs parce que aujourd'hui, une info en chasse une autre. Et le problème, c'est que... tu vois, parfois, il y a des trucs qu'on apprend et 2 jours après, on se rend compte que finalement, c'était différent et les chiffres changent. Et j'ai pas envie d'être celui qui doit faire que des erratums. Ça, c'est trop les trucs que tu fais dans les mails. Erratum, voilà la pièce jointe. Avec la pièce jointe, c'est mieux. Donc voilà, on verra. Il y a 2 écoles. Vraiment, il y a 2 écoles. On va vous faire les petites news. Alhamdoulilah, il y a le Mezzé qui arrive. Mais avant ça, je voulais vous parler des Molières. J-8 avant les Molières. C'est-à-dire qu'il y aura un dernier épisode par rapport au... 6, je dirais. J-6. J-6 ? Ah oui, parce qu'on est dimanche. Ah oui, pardon, parce que là, c'est mardi. Pardon, on tourne le dimanche, mais c'est mardi. Bien vu. J-6 avant les Molières, lundi 6 mai. Donc ça veut dire que quand l'épisode du mardi 7 mai sortira, on saura pas encore, nous. Ah ouais, mais non. Ah ouais. On pourra pas faire de réaction par rapport à ça. Ouais. Ça se fera après. On verra. Là, a priori, on va. C'est un live, donc Donc voilà, je suis nommé pour ceux qui débarquent, qui prennent les épisodes en cours de route ou qui débarquent maintenant dans la famille. Bienvenue. J'ai la chance d'être nommé pour une pièce qui s'appelle Passeport d'Alexis Michalik, qui est au Théâtre de la Renaissance. Allez-y. D'ailleurs, les packs FOIM, il y en a 2 qui m'ont demandé des invites. J'avais dit, ceux qui prennent le pack FOIM, je vous invite à voir le spectacle. Donc n'hésitez pas. Donc dans cette pièce, je joue un personnage et j'ai été nommé dans la catégorie meilleur second rôle. C'est pas gagné, on va pas se mentir, mais tout est possible et ce serait trop stylé de voir le Molière trôner là, à la place du Globe. Je visualise de ouf. Moi, j'arrête pas de faire de la visualisation, de la manifestation. Je dis, moi, je veux voir ce Molière ici. Et Inch'Allah, on va le ramener ici. On va ramener la coupe à la maison. Ouais. Ah, moi, je te jure que si le Molière, je le mets pendant une semaine. Une semaine? Moi, j'ai dit un mois. Moi, j'ai même dit à mes... Je disais ça tout à l'heure à Patrick qui joue avec moi. Ouais. Je disais, moi, je crois que si je gagne le Molière, je vais tenir... j'ai joué avec la statuette pendant toute la... pour tout le truc qui joue comme ça. Oui. Pardon, excusez-moi. Et qui va partout. Alors, je suis allé à la réception des Molières pour nous donner notre... On le voit là derrière, même si vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est le certificat de nomination. Voilà. Ouais, parce qu'être nominé, c'est un vrai statut. Oui, voilà, c'est ça. C'est un statut, la nomination. Donc, j'ai reçu mon certificat au ministère de la Culture. Il y avait pas Rachida Dati qui a été appelée par Macron au dernier moment. Et c'est la première fois depuis 10 ans qu'une ministre ou qu'un ministre de la Culture n'est pas présent à cette cérémonie. C'est fou. Et donc, ils avaient tous le somme contre Macron. Parce qu'en fait, ils l'ont appelée vraiment pour qu'elle fasse une photo pour les Européennes, machin. Et là, dis-toi elle a failli ne pas pouvoir être là à la cérémonie parce qu'il y a un dîner avec le président chinois. Mais elle a dit non, je viens pas. Bah ouais, cousine, encore. Quand même. Tu vas faire des Planète Rap, mais tu vas pas faire les Molières, c'est chelou quand même. Il y a ma gossure Caroline Vigneault qui sera maîtresse de cérémonie.
Et c'est marrant parce que en fait elle dans cette cérémonie ah oui je vais aussi remettre un prix d'ailleurs donc on pourra en voir 2 fois hein, voilà et donc elle a dit qu'elle voulait que les remerciements durent 1 minute et surtout qu'on ne remercie pas les gens qu'on parle de notre pièce et d'une anecdote et de ce que la pièce évoque pour nous et tout. Et ça a fait polémique parce qu'il y en a plein qui disent bah tu peux pas enlever les remerciements aux gens qui... Moi je vais pas te mentir Caroline hein, même si je t'adore tu le sais très bien hein, mais si tu veux que je parle de la pièce je vais twister quoi, je vais dire oui je vais te parler d'une pièce si jamais je suis amené à gagner et que je dois parler d'une pièce je vais parler d'une pièce Passeport, c'est l'histoire d'un jeune franco-mauricien qui grâce à ses parents gardiens d'immeubles et mécaniciens chez Renault a réussi à faire du théâtre ah bah je vais te raconter cette histoire, je peux pas ne pas, nous on n'est pas nommés tous les 4 matins hein. On n'est pas là tout le temps en cuisine non. Donc on va bien profiter de ce moment fort. Pour big up toutes les personnes qui sont là depuis, je suis désolé voilà, je suis désolé mais et la vérité c'est que avec Morad, on est vraiment des consommateurs, des aficionados des cérémonies, notamment des shows américains. On aime bien ça. On a eu la chance avec Morad, je dois le dire, hein, de hoster, on peut dire choronner, du moins de chapeauter l'écriture, la direction d'écriture et la direction artistique des Globes de Cristal en 2016. 17. Je faisais déjà rendez-vous déjà. Je me rappelle que 18 alors, 2018. Oui, 2018, pardon, parce qu'on avait déjà une saison de rendez-vous dans les pattes. Donc on a hosté tout ça, on a essayé d'être sharp tout et Morad chapeautait l'écriture notamment des remettants. Et en vrai dans les cérémonies françaises, les plus chiants c'est pas ceux qui ont un prix et qui remercient leur tata, leur mamie, machin, c'est les remettants français. Oh là là, c'est la pire des races. Les remettants français quand ils doivent remettre un prix, genre je sais pas meilleur décor, ils se prennent tous pour Verlaine. Tu sais ils sont tous là, ils arrivent le meilleur décor, c'est avant tout non pas une page qui se tourne, mais peut-être qui se révèle. Mais nique ta race là, on veut juste. accouche. Ah ouais. C'est qu'est-ce que tu veux nous montrer que tu sais parler là et ça dure 4 minutes. C'est son moment. Mais nous on s'en fout. Et le pire c'est que eux les remettants, ils ont le droit de faire genre 4 minutes. Pour faire chier tout le monde avec leur c'est une pellicule qui se balade tel des ciseaux qui n'a alors que l'autre qui a gagné qui a en larmes qui a des trucs à dire on lui dit par contre on commence à mettre une musique et tout faut faire court mais c'est pas à lui de faire court lui il a gagné c'est un lauréat c'est à ceux qui remettent qui font chier à se prendre pour des poètes alors que c'est chiant qui s'écoutent parler en fait ça c'est très français dans les cérémonies américaines ils écrivent pour se faire écouter tu vois par les gens en France on écrit pour s'écouter parler et on se dit putain c'était bien ce que j'ai dit hein. Tu vois on se dit pas est-ce que vous avez aimé par exemple Hamza à la fin de chaque émission il nous dit ça va c'était bien vous avez aimé ça va c'était bien bah les Français non c'est ça va je suis bien hein. C'est genre c'est vraiment ils s'interrogeaient putain je suis bien hein. Je crois que ce que j'ai dit j'ai d'être ça bah non en fait c'était chiant tu t'es écouté parler et donc c'est pour ça que voilà pour moi je pense que c'est plutôt sur ce point là qu'il faudrait voilà je me permets de petite suggestion voilà petite suggestion j'ai oublié de prendre tu peux me passer bébé mon petit cahier sur lequel je note mes trucs comme ça au moins je noterai que j'isolerai ce passage en réel, tout simplement, parce que j'ai un petit message. Petit message. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui se demandent pourquoi j'écris pendant tout le truc. C'est pas que je me fais chier quand Hamza parle, loin de là. Même si, non, je rigole. Mais il prend des notes pour dire la prochaine fois, il ferme sa gueule. Ça, c'était pas possible. Non. En fait, moi, je suis community manager de ce podcast. Chacun a une fonction. Hein. Il y en a qui sont réag, hein, qui s'occupent du Telegram, qui font l'émission, qui font le conducteur, qui font le montage. Moi, je suis administré au community management, et donc je coupe les réels et je coupe et je les programme. Donc voilà. Donc là, je note par exemple 13 minutes. C'est très bien. Parce que j'ai aussi alors je vous le dis tout, hein, il y a un chronomètre sur mon écran et il y a le conducteur de l'émission et sur le chronomètre comme ça je sais à peu près où je vais couper, ça me permet de gagner du temps. On est super bien organisé. Hein. Ouais. Et un jour je ferai un big up à toutes les applis que j'utilise quand elles me payeront pour que je le fasse. Parce que il y a un moment on va pas non plus donner trop de ce force, pas parce qu'on est petit que on commence à avoir un point. Doucement. Bah oui. Allez, petite news HMD, petite news alhamdoulilah. Donc là vous voyez 14 minutes et 25 secondes, je le note et je mets HMD. Voilà, comme ça au moins je saurais qu'il est là. Histoire très ouf. Le 24 mars, Nathanaël, un petit garçon de 7 ans qui vit dans le Morbihan, a essayé de parler à sa mère alors qu'elle était dans leur salle de bain. Alors, toi qui es parent,
C'est vrai que les enfants aiment bien parler tout le temps à leur daron, parfois t'es aux toilettes, voilà. Mais papa, tu penses que... c'est vrai. C'est ça. C'est trop mignon. Et c'est mignon parce qu'ils s'en foutent, juste ils veulent te parler, tu vois. Sauf que là, tu vois, Nathanaël, il parle à sa mère, il n'y a aucune réponse. Et il trouve ça anormal. Et il entre parce qu'elle n'a pas fermé la porte. Et heureusement, parce qu'il la trouve inconsciente dans son bain. Il a 7 ans, je vous rappelle, très jeune. Et avec un calme olympien. Il a immédiatement appelé les secours en composant le 18 parce que c'est un numéro qu'il avait appris à l'école et révisé à la maison. Ouais. Les secours ont pu prendre en charge la mère qui venait de faire un AVC. Et après un massage cardiaque, etc., une prise en charge efficace, la mère a pu retourner chez elle auprès de son fils qui lui a littéralement sauvé la vie. D'ailleurs, tu vois la petite photo. On vous la mettra. C'est la photo ? C'est la vraie photo ? Ouais, c'est la vraie photo. C'est la vraie photo. Hein. Ouais, c'est la vraie photo. T'imagines ce bâtard, il allait sur Getty Images. Non, je me suis dit ça. J'ai eu peur. J'ai fait attends. Ah non, ça c'est ma tante Orfida, ouais. Je savais pas qui mettre. Non, c'est la vraie photo. C'est tellement possible. Donc c'est la vraie photo. On va mettre que je rajoute pour le montage qu'on mettrait une belle photo, mais elle est magnifique la photo. Ouais, donc voilà, bravo à ce petit Nathanaël, on te dédie cet épisode. Magnifique. Et c'est en plus, c'est non seulement merveilleux, mais c'est pas la première fois qu'un truc comme ça se produit. Il y avait un enfant aussi qui avait vu sa mère, je crois qu'elle était tombée en cuisine. Elle a fait un malaise. Et pareil, je crois que c'est le même âge. Il appelle les pompiers. Et les pompiers lui disent tout ce qu'il faut faire et il fait exactement tout ce qu'il faut, ce qui a permis. Vrai. Mais c'est incroyable, parce que je crois que ça a été enregistré. C'est ça, c'est que ça a été enregistré. Et on l'entend et on voit même le pompier qui est ému. En fait, quand il lui dit ce qu'il faut faire, parce que le gamin, il est très très calme, etc. Et en fait, il lui dit bon, maintenant tu l'as mis en position, va taper chez la voisine et va lui dire ce qui se passe. Et tu sais, on entend tout. Et même la voisine qui est choquée, qui dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est touchant, hein, mais t'as des frissons quand tu l'entends dans l'enregistrement. Ah, tu l'as entendu? C'est touchant, hein, franchement. C'est français? Ouais, c'est en France que ça a eu lieu. Il y a un gamin qui, en fait, il a tout fait bien, et t'as les pompiers qui disent bravo, et en fait, la communication elle dure juste à ce qu'ils arrivent. Et tu vois arriver, etc. Enfin, ça pourrait être même un podcast fiction. Enfin, tu sais, mais c'est très touchant. C'est vraiment comme quoi, voilà. Les enfants. Hein. Faut que j'arrête de dire, ça pourrait être, ça fait vraiment le mec qui pense que à l'oseille. Ça pourrait être aussi une série, tu sais, depuis tout à l'heure, Hamza, il est dans l'émotion. Non, mais attends, ça pourrait être 3 tomes à vendre. Attends, mais comment il s'appelle le petit? Parce que moi, j'ai des casquettes. Non, mais lourd. Ça pourrait vraiment être un putain de film, genre à la fun game, en vrai, ou... Ouais. Mais en tout cas, bravo. Il avait quel âge, tu sais? Je crois que c'est le même âge. Ouais, franchement, même parce que moi j'ai que l'audio, donc franchement, ouais, ça doit être 6-7 ans. Hein. Ouais, franchement. C'est fort. Comment il parlait et tout. Ouais. C'est trop beau. Ouais, magnifique. On passe au Mezzé, les petites news à picorer avant d'attaquer le sujet que j'ai hâte d'aborder sur l'apologie au terrorisme, la liberté d'expression en ce moment, dans le débat public et médiatique, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et là, je vais retrousser les manches. Première petite news Mezzé. Putain, alors ça, on en avait parlé entre nous. Trop content d'aborder. D'ailleurs, suivez sur le Telegram. Hein. On a un Telegram, c'est CKR. Et on met toutes les news qu'on va potentiellement traiter dans chaque épisode, et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, on est presque à 2000 là, donc allez-y, n'hésitez pas, ça fait trop plaisir d'échanger. Ouais, en plus vous commentez et tout, ça nous permet de prendre la température pour savoir ce qui pourrait vous intéresser ou pas. En fait, il y a un sondage qui a été publié par Challenge, M6 et RTL, et qui a donné les intentions de vote pour les élections européennes de 2024 auprès des électeurs musulmans. Ouais, parce que en fait, on veut savoir pour qui les musulmans vont voter. En France, on adore ça. On fait une fixette sur... Je sais pas pourquoi on fait une fixette sur le... C'est étrange quand même de se dire, tiens, les gens qui ont une religion dans notre pays, pour qui ils vont voter? Un jour particulier, parce qu'il y a le sondage pour les autres. Bah c'est ça. Est-ce qu'on a le sondage des votes catholiques et juifs Ah oui, ils ont fait comment? Bonjour, vous êtes musulman? Non, ok. Vous êtes musulman? C'est vrai qu'on n'a pas le droit normalement de... Oui, je suis musulman, oui. On sait pas. C'est déclaratif. C'est ok. Putain, mais oui, mais c'est des cons. Intéressant. C'est vraiment des gros cons. Bah oui, ils ont fait comment? T'as un gros humoriste qui dit oui, je suis musulman. Demandez le terrorisme. Demandez-moi. Je vais vous dire. Je vais vous dire plein de choses. Putain, mais t'as trop raison. En vrai, c'est con. Comment tu fais? Tu peux pas t'assurer que
C'est pas parce que tu vas appeler. Enfin non, mais c'est non. Et puis ça sert à démontrer quoi? Ça sert je sais pas là. En fait. Ils sont trop contents parce qu'ils voient qu'il y a une majorité LFI. Donc tu sais, comme en ce moment il y a une espèce de campagne de décrédibilisation. Je sais pas si on peut le dire comme ça, de déstabilisation de LFI pour dire que en fait c'est ouf le raccourci qu'ils font. LFI qui prend des positions pro-palestiniennes. En fait ils font ça parce que c'est du clientélisme pour récupérer le vote musulman, parce que évidemment tous les musulmans sont pro-palestiniens, c'est bien connu, et c'est pour ça que ils veulent mettre en exergue ce truc-là, et t'as envie de dire et le clientélisme il n'existe pas ailleurs, etc. Non, mais sérieux. Je veux dire c'est le clientélisme en politique. Oh là là. Ouais, c'est ça. Oh là là, il y a qu'un seul parti qui fait ça. Il y a que les filles qui fait du clientélisme apparemment. Ah, c'est incroyable. Non mais c'est une dinguerie. Bah dis donc. Non mais c'est une dinguerie. Mais non, c'est très malsain, c'est vraiment mais pas bien du tout hein. Ouais, non mais c'est pas bien du tout, mais bon, on a compris. Bah ouais, c'est ce que tu dis, c'est là ouais, c'est même plus du raccourci parce que là de toute façon, c'est cousu de fil blanc. On est là pour en fait, ce qui est intéressant, c'est que regarde le raisonnement. Si on pose les choses tranquillement, sereinement. On reproche à un parti de dire quelque chose qui plaît à une partie de la population. Ouais. Pour que précisément cette population se reconnaisse dans ce parti. Ouais. Et vote pour ce parti. C'est le principe même d'une campagne. C'est bizarre quand même. C'est dingue, hein. Donc c'est pas bien. Expliquez-moi. Ouais. C'est-à-dire que et les filles de dire, on fait comme les autres. Non, on pense comme les autres, comme tous les autres, tout le monde, voilà. Ouais, c'est ça. C'est quoi? On est pour ça aussi, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on reproche à LFI de plaire à un électorat potentiellement musulman. Ça n'existe pas en plus. Déjà. Non, mais c'est surtout. Ça avait commencé un peu avec Hollande, je me souviens très bien quand il dit ouais. Non, mais pourquoi ce serait un problème? C'est comme si tu reprochais à la droite de plaire aux chrétiens ou alors aux sionistes, tu vois, de faire du clientélisme là-dessus. Parce qu'on peut dire un truc effectivement sur le côté sociologique, c'est que évidemment que là aussi, parce que c'est un vrai terrain, un vrai travail qui a été fait depuis super longtemps par plein de chercheurs, sociologues, démographes, etc. Évidemment qu'une grande partie des descendants d'immigrés post-coloniaux sont originaires de pays, de contrées qui sont de confession musulmane, ce qui fait que cette composante de la société qui aurait cette confession, elle a des origines sociales modestes du fait de cette immigration. Origines sociales modestes qui coïncident tout le temps, quelles que soient les régions et les contrées du monde, à un vote plus à gauche. Voilà, tu sais, tu fais... Donc, et en fin de compte, vous l'expliquez comment les votes à Manchester et à Arsenal ? Voilà, où en fait, il y a par exemple, je parle pas justement des quartiers, parce que par contre, hein, dans les quartiers pakistanais, ils votent pas trop à droite, hein, et pas trop à gauche, c'est plutôt à droite qu'ils votent. Hein. Ah ouais? Parce que c'est des gros médecins, etc. Tu vois, pour partie d'entre eux. Eh ben oui, c'est le social en fait. Hein. Et c'est pareil, on le voit même aux États-Unis, tu peux le voir même dans... Donc cette essentialisation super chelou qui consisterait à dire qu'en fait, concrètement... en fait, c'est une alliance qui est faite avec les forces de gauche et les musulmans, ou pire, justement, les islamistes. Bah, ça fonctionne pas, mais bon, forcément, il faudrait écouter les sociologues pour ça. Mais ça fonctionne du tout, en fait. C'est malsain. C'est malsain. Il y a eu plein de commentaires. Il y a Cathy Binot qui dit... Vous avez le même sondage selon les origines, la couleur de peau, le poids, la taille. Je te jure, les cheveux... Ouais. Vous êtes des malades. Hein. Lampe d'actu qui dit les musulmans voteraient donc pour l'un des seuls partis qui souhaitent les laisser vivre tranquilles et ne passent pas ses journées à leur cracher dessus sur les plateaux télé. Tiens, étonnant. Bah, en fait, ouais, très étonnant. Non, mais c'est juste ça en vérité. Hein. Philippe Grenier qui dit est-ce que ce sondage est disponible pour toutes les communautés religieuses en France ou a-t-il été conduit uniquement sur nos compatriotes de confession musulmane? Merci pour votre réponse. Bah ouais. J'en place une aussi là avant de clore ce métier sur une pote qui m'avait dit ce serait bien comme dans le CKR vous commencez à être de plus en plus écoutés potentiellement par des jeunes. En vrai, pas plus que ça. La moyenne, je peux vous dire, c'est entre 25 et 35. La grosse tranche. Ouais, c'est ça notre grosse moyenne. Et après, c'est au-dessus. Mais, très intéressant. Ouais, on peut regarder en 2000, hein, parce que là, je suis sur la chaîne YouTube. J'aime bien les stats comme ça. Toi, t'adores les stats, toi. Hein. Ah oui. Hein. Toi, t'es un stateux. Alors, audience, revenu 4 millions 6. Ah non, c'est pas ça. C'est pas au courant? Ah merde, non, je sais pas ce qu'il m'a pris. On a la tranche d'âge. Alors déjà, on nous écoute majoritairement en France. Après, c'est en Belgique, en Suisse et au Canada. Salut à vous.
Salut à vous. Machin. Ouais, voilà. Alors, majoritairement, on a 89% d'hommes contre 13% de femmes. Oh, et voilà. j'ose le croire. Et là, 25 et 34 ans, c'est 35% de notre audience. Et après, c'est 35-44 ans. Donc, c'est bien la fourchette 25-44 en fait. C'est de 25 ouais, voilà, c'est ça. Le gros. C'est ça le gros. Super. Et donc, voilà. Donc, bon, apparemment, quand même, donc, on a des enfants, des jeunes qui nous écoutent. Et en fait, ma pote, elle me dit quoi ? Elle me dit, ouais. Il faudrait que vous puissiez vraiment dire aux gens d'aller voter pour les européennes parce que là, vu comment c'est parti, c'est le RN qui va passer. Donc, il faut que vous puissiez voilà, dire aux gens de se mobiliser pour aller voter parce que sinon, le RN va passer et tout. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas si tu as écouté nos épisodes, mais nous, la démocratie, on a déjà dit ce qu'on en pensait. On a déjà dit que la démocratie, elle était tout sauf représentative. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? Dire aux gens d'aller voter, donc ça sous-entend d'aller voter contre. Moi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je ne fais que ça, de voter contre. Donc là, je lui dis, mais moi, par rapport à mes convictions, si tu me demandes de dire à mon audience d'aller voter, je vais leur dire qu'il faut qu'ils aillent voter pour LFI, par exemple, parce que moi, j'ai voté pour LFI. Est-ce que toi, tu vas me suivre là-dessus ? Elle fait, ah non, moi, je peux pas, Mélenchon et tout. Je fais, bah voilà. Donc, en fait, ça sert à quoi de jouer ce positionnement de figure publique ? Il est temps d'aller voter, aller dans les urnes. Aux urnes des citoyens. Et aux urnes citoyens. C'est un droit. On s'est battu, machin. Et quand tu leur dis, on va voter à gauche. Oui, non, je lui ai dit parce que moi je vais pas voter pour Macron, hein. Son parti c'est hors de question et je vais pas voter pour Glucksmann non plus. Donc en fait, clairement si tu me demandes d'appeler au vote, je lui dis ça sert à rien que je demande aux gens d'aller au vote, ils vont tous voter chacun pour quelqu'un et donc ça va rien changer. Là ce que tu voulais me dire en gros c'était appel aux gens de voter Macron quoi. C'est ça. Donc que chacun vote en son âme et conscience, ouais, donc LFI. C'est ça, mais hors de question de en fait c'est soit tu donnes une vraie consigne et tu dis moi les gars j'ai voté pour lui, votez tous pour lui parce que ça peut créer un mouvement, mais si c'est juste de dire pour se donner bonne conscience les jeunes allez voter machin, non vas-y ça ne servira à rien, je vous le dis. Ouais voilà, donc non, sauf si vous êtes prêts à voter pour LFI, voilà, pour Rima Hassan, pour toutes ces personnes là, non voilà, alors tant pis, allez affaire classée. On a dit parfait, t'as dit les mots. Selon le 20 minutes, plusieurs habitants de Rennes ont découvert des portraits d'hommes politiques français épinglés sur des crottes de chiens. Oh, c'est de l'art contemporain. Contemporain, mais c'est truc. Excellent. C'est de l'art, hein, c'est clair et net. Faut que je pense à mettre les photos parce que franchement ça pourrait être offensant pour le caca, mais bon ça c'est. Ouais, il y a Info Global FR qui commente, c'est violent d'insulter les crottes de chiens comme ça. Tu vois, convergence. Tu vois, convergence. Ça y est, on est tous raccords. Il y a Lélé qui dit Baba, masterclass des Rennais, je te jure. Et Colato qui dit les gens sont de plus en plus créatifs à chaque fois. Ouais. Et il y a Jeff Bezos qui dit mieux que Banksy. Ça c'est un petit jeu de mots. Un petit jeu de mots pour nos arabophones qui rigoleront bien chez eux. On est d'accord. Ils en font pas beaucoup. Ils en font pas beaucoup pour rigoler apparemment. Alors pour les non-arabophones, bzez ça veut dire saint, voilà. Alors il y a un concert, tiens, pour soutenir la Palestine. Il va y avoir PLK, Soul Kim, Zamdam, El Grande Toto, Alpha One et d'autres rappeurs qui organisent un concert caritatif géant le 22 mai prochain au Zénith de Paris. Je suis trop vieux. Je crois que je connais un seul. Laquelle ? C'est El Grande Toto, parce que j'ai entendu. Ah oui, parce qu'il est marocain, mais non. Je n'ai aucune idée. Tu vois, c'est ça le problème. Mais Alpha One, il est très très fort. Okay. Il a des punchlines de ouf. En tout cas, c'est bien. Ah oui, non, c'est bien. Ils disent, ça fait des semaines, des mois, des années que nous regardons impuissants le drame qui se déroule. Ils auront une bonne raison d'aller en prison. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Ouais, parce qu'on leur avait reproché d'avoir mis du temps à parler sur les réseaux, etc. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est une belle décision. D'accord, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et tu connais pas Alpha One ? Alpha One, c'est un rappeur qui rappe un peu. J'aime bien parce qu'il a un flow un peu à l'ancienne. Il est très attaché au verbe. Cool, et en fait, il est très engagé aussi. Et il a une punchline dans une chanson qui s'appelle Mitsubishi que j'adore ressortir. Et en fait, il dit. Alors attends un moment. Je vais te retrouver la phrase. Ah oui, il dit. J'arrive brûlant comme le pot d'une Mitsubishi. Il n'aime pas les étrangers. Sans les étrangers, quoi, il serait encore en train de vivre sous Vichy. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Elle est claire, nette. Voilà.
Ouais. Clair net, bah oui les gars, bah oui, c'est pour ça net que qu'une Mitsubishi, parce que Mitsubishi c'est de bonnes voitures. ouais. Et des bons moteurs. Donc c'est pas pour rien qu'il a pris cette. J'aime bien métaphore. quand les références sont bien travaillées. C'est bien. Oui, toujours. Très très bien, j'admire ça. Lui, il fait très attention à ses rêves. C'est cool. Du coup, il a des rêves souvent très à l'ancienne. Ah, j'aime bien. C'est un mec qui Faut que j'écoute, faudrait que j'écoute. Alpha One, tu verras, hein, il est très pointu. Alors ça, c'est incroyable. Il y a un gars qui a été contrôlé positif à l'alcool à plusieurs reprises au volant de sa voiture, un homme de 40 ans, tu vois. Et finalement, il va pouvoir être peut-être relaxé en Belgique, car il produit naturellement de l'alcool. Il souffre du syndrome de l'auto-fermentation. Ouais, c'est un truc. C'est une dinguerie, ça. Hein. Ouais. Putain, moi, j'en connais, je pense qu'ils l'ont, ce syndrome. Je vais pas te mentir. Hein. Il a une distillerie. Hein. Ah ouais, tu sais, il y a des gens, vraiment, ils sentent ça suinte. Et tu te dis, bah, frérot, t'as pas bu, il est 11h du mat quand même. Donc, ah ouais, c'est chaud. Et seule une vingtaine de personnes dans le monde seraient touchées par cette pathologie. Ah ouais. C'est chaud. C'est intéressant d'être dans un club de vingtaine de personnes dans le monde. Tu sais, tu te dis, hey, les gars, on est que 20 dans le monde. Ouais. Ouais, putain, j'avoue. Parce que. 20 dans le monde, tu te rends compte? J'étais en train de réfléchir, après, moi, dans énuméré, je pense que c'est oui. Oui, là, c'est parce que va trouver les. Ouais, voilà. C'est compliqué de faire une stat. Ouais. Ça me fait penser à Johan Sfar qui fait des stats. Ah ouais? Tu te rappelles ces stats pour dire il y a combien de juifs qui vivent au Yémen, etc. Ah, oui. il y en a 3, apparemment. Je sais pas d'où ils sont. Il a dû faire l'appel. Il a dû faire l'appel. Il a dit, allez, qui est présent? Qui est présent chez les juifs? Ah oui, merde, faut que je dise en arabe. Oui, merde. Ouais. Non, mais ça, c'est dingue. Un jour, on en reparlera de lui, là, parce que cet illustrateur, il est très fatigant en ce moment. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est chaud comme. Alors, il y a PRZ dans les commentaires qui dit il a le cheat code, lui, je te jure. Le mec, il peut boire tranquille. Il dit non, c'est une maladie. C'est le corps tout seul. C'est pas moi. Il y a FWD qui dit buvez ce vin, ceci est mon sang. C'était donc lui. C'était donc lui l'origine. Rien à voir avec Jésus. Et à Fulvien qui dit j'avais vu ça à l'école il y a longtemps, un homme qui avait ça à chaque fois qu'il mangeait des frites. Ah ouais. C'est un miskin. C'est-à-dire que lui, quand tu dis vas-y, on mange au McDo, il fait ouais, mais par contre, c'est toi qui conduis. Hein, parce que là, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est trop ouf. Ah là là. De la biologie. Ouais. Il y a un truc de ouf là, un truc qui a vraiment fait jacter là au moment où on en parle. Ah ouais, dimanche 28 avril, c'est la ville de Trappes qui vient de renommer le cinéma le Grenier à sel Jean Renoir en cinéma Omar Sy, d'accord. Donc il y a une cérémonie en présence du maire de la ville, de Jamel Debbouze, tout. Bah ouais, Trappes, quand même, Trappes, carrière internationale. C'est vrai, c'est bien. C'est logique. Hein. Sauf que à Trappes, bon, c'est vrai que Trappes déjà ville incroyable hein, où il y a énormément d'artistes. Les Jamel, Omar Sy, les Lafouine, les Chaim, les Alban Ivanov, Issa Doumbia, bref. Alban, il était aussi de Trappes ? Versailles. Plutôt Versailles, Versailles. Ouais, il me semblait. Ouais. C'est pareil, à côté. Non, mais ils s'entraînaient à Trappes avec Papy. On est tous du même camp. Ils faisaient les trucs d'impro. Je sais, je sais bien. Et ils font la renommée de la ville. C'est bien que la ville leur rende hommage, mais sur les réseaux, on reproche qu'on ait baptisé le cinéma Omar Sy. Et il y en a qui disent oui, le mec il est parti vivre à Los Angeles, il est exilé fiscal, machin. Hein. Par rapport à ça. Sauf que, alors la blague c'est quoi ? C'est que avant, donc le cinéma s'appelait Jean Renoir, et Jean Renoir, lui, il est parti vivre à Hollywood en 41, et il est mort à Beverly Hills en 79. Tranquille. Donc voilà. Hein t'inquiète, ouais. Renseignez-vous avant de jacter. Hein. Ouais, je te jure. Donc, oui, en fait, ceci n'empêche pas cela. En fait, mais non. En fait, je comprends le truc de ces relous. Qu'un artiste, après ça pose des questions sur tout un tas de choses, qu'un artiste français, etc., se barre, etc., se sent obligé de se barrer pour des questions fiscales, ou autres d'ailleurs, hein, ou autres. Maintenant, il faut voir l'autre côté, comme on dit, le verre à moitié plein. C'est que c'est la moindre des choses qu'une ville comme Trappes reconnaisse, en fait, et d'ailleurs, elle devrait peut-être même faire un théâtre avec les noms d'autres artistes, mais c'est pas rien, parce que quand même, Omar Sy, c'est une figure maintenant internationale. Bah ouais. Et c'est une chance, c'est super bien pour que les gamins disent dans les générations futures, tu vois, ce cinéma, en fait, il s'appelle Omar Sy parce que c'est un gars de Trappes. Voilà, c'est lui et tout, c'est un acteur, machin, etc. Et donc c'est plutôt ça qu'il faudrait retenir, je pense. Après, en gros, les problèmes qu'on peut reprocher entre guillemets à Omar Sy, faut les reprocher à lui, mais pas au fait d'avoir fait le cinéma qui porte son nom. Bah oui. Tu vois, à la limite, si on y tient. Moi, je trouve ça vachement bien, en tout cas, que écoute. On l'appelle comme ça. Ils ont juste remplacé un Jean Renoir par un Renoir, quoi. Parce que je trouvais. Je voulais la faire depuis tout à l'heure. T'es empêché. Tu sais, en plus, il voulait pas me laisser. Et puis quand même, faudrait quand même considérer ça, c'est important. Voilà, je voulais la faire. J'ai tout cassé.
Il y a Mourad, tu m'as noté un truc, tu m'as mis Stade Nicolas Anelka. Tu voulais dire qu'il existe ou alors qu'il devrait exister? Il devrait. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que moi, je m'entraînais parce qu'ils ont dû fermer. Enfin, ils ont fermé. C'est juste la section du club qui s'est interrompue cette année, ce qui m'a tué. Je m'entraînais au gymnase Lilian-Thuram, qui se trouve à Cheville-la-Rue. Tu vois. Je sais pas si Lilian-Thuram est de là-bas en plus. Je crois pas. Hein. C'est une bonne question. Ouais, je crois pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, tu vois, c'est le complexe sportif Lilian-Thuram. Tu vois. Moi, je kifferais trop. C'est normal. À Châtenay-Malabry, là, si jamais je gagne le Molière, qu'il y ait le théâtre. Ah ouais. Mais pas genre espace culturel Kevin Razi, c'est claqué. Mais moi, Kevin Razi Theater, tu vois, genre. Mais moi, un vrai nom, quoi. Complexe culturel, ouais, c'est bien. Voilà, c'est salle polyvalente Kevin Razi. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est grave capable. Tu sais, c'est toujours les cadeaux où t'es mitigé. Fallait pas. Merci, mais... c'est stylé, mais bon, ouais. Non, c'est la salle de spectacle de l'EHPAD. Ouais, je te jure. La cacanisette, Kevin Razi. C'est trop drôle. Mais ouais, pour le stade Anelka, mais pareil, mais évidemment. Ouais, évidemment, Anelka. Je sais pas s'il y a un truc Thierry Henry aux Ulysses. Il y a un gymnase Tony Parker, mais je sais plus où il est. Ok, ouais, Thierry Henry quand même, ça serait bien. Bah ouais. Thierry Henry aussi. Oui. Et Zidane, je crois qu'il a à Marseille, je crois qu'il y a des trucs. Tu sais que pendant des années, il doit avoir un temple, une église, et pendant des années, il y avait un mur immense, une façade d'immeuble où il y avait, il était peint. Trop beau. C'était beau, mais ils ont mis du temps. Ils ont laissé une dizaine d'années. C'est quand même une légende aussi. Zizou, la légende. Ah ouais. Avant d'attaquer le sujet de la liberté d'expression et de tout ce qui se passe en ce moment autour de ça dans le débat public, on va faire la séquence préférée des Français, le No Comment. No Comment, c'est notre petit moment où on doit faire appel à notre sagesse, notre patience, qu'on doit essayer de contrôler nos pulsions parce que je vais lire des infos et on n'a pas le droit de les commenter. Et chez vous, si vous regardez cette séquence, vous n'avez pas le droit non plus. Vous devez uniquement mettre des emojis ou des gifs, simplement. On n'a pas le droit de parler. C'est parti, on y va. Hop, Mani, tu parles pas, hein? Tu parles pas. Merci. Alors, la première news. La mendicité est désormais interdite dans les rues de la ville d'Amiens. Selon un rapport, CNews a parlé 335 jours sur 365 de l'islam ou de l'immigration. Et pendant les JO, toujours les JO, en cas de non-conformité avec les fichiers de police, les Parisiens pourraient se voir interdire l'accès à leur domicile. Allez, on passe au thème du jour. Oh, c'était dur dès la première. Non, mais dès la première, c'était dur. Non. Ouais, je peux pas ne pas en parler. Oh, non, bah si, c'est la règle. Mais le yes comment, il va être foudroyant. Ouais. Tu gardes de toute façon tous les conducteurs. Parce que là, franchement, ça et les JO, pareil, ça, là, alors ça, on va parler. Alors, en ce moment, niveau liberté d'expression, c'est vrai que c'est un truc assez unique. On va pas se mentir, dans le paysage politique notamment. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de gens qui sont, depuis tous les commentaires qu'on peut avoir quotidiennement autour de la guerre à Gaza, des personnalités politiques qui se retrouvent convoquées à la police pour apologie au terrorisme notamment. Alors on a Rima Hassan, Siam Asbag, Anas Kazib, Mathilde Panot qui ont été convoqués par la police judiciaire de Paris pour ça, suite à des signalements. Alors selon France Info, ces signalements ont été initiés par l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, une association pro-Israël en France qui avait également déposé 2 plaintes contre Guillaume Meurice, l'humoriste, l'accusant d'antisémitisme. Et ces 2 plaintes ont été évidemment classées sans suite. Mais là, tu vois, le temps qu'elles soient classées sans suite, ce que me disait Mourad à juste titre, c'est le genre de plaintes qui vont bâillonner les gens en fait, parce que ça effraie d'autres personnes qui auraient l'idée de pouvoir s'exprimer dans un pays de liberté d'expression. Parfaitement. Et on le rappelle, en fait, on a le droit de dire ce qu'on veut en France dès lors que on reste dans le cadre de la loi. Donc ça veut dire dès lors que tu ne fais pas d'incitation à la haine, de diffamation, entre autres, voilà, de quelque chose qui est pénalement répréhensible. Mais le problème, c'est qu'on a, surtout depuis ce sujet,
depuis le 7 octobre, on a vu que les positions pro-palestiniennes, elles étaient très vite assimilées à de l'apologie au terrorisme, parce que si tu dis, bah oui, ils se défendent, oui, c'est un génocide, oui, si, on fait, ah, mais attendez, comment ça, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire génocide, etc. Et puis ensuite, après, on va dire, oui, mais comment ça, ils se défendent? Donc ça veut dire que vous condamnez les événements du 7 octobre? Et ça, c'est la fameuse question qu'on entend tout le temps, question qui est fatigante. Comme le disait Bassem Youssef, on regardait la vidéo avec Gaël à juste titre, pendant qu'on est, parce qu'on lui disait, mais alors vous dites que c'est un génocide, donc c'est-à-dire que vous condamnez ce qu'il y a eu le 7 octobre. Il a dit, moi en fait j'en ai marre de ça, parce que pendant qu'on débat de savoir si c'est un génocide ou pas, si on condamne le Hamas ou pas, en fait les gens ils meurent. Nous on a trop le temps en fait. Il dit, nous on a le temps de débattre sur un mot, la sémantique, les machins, mais les gens ils meurent en attendant. Alors que nous on aimerait bien que juste un cessez-le-feu, tu vois. Et même quand tu demandes un cessez-le-feu, moi j'en ai été victime, on te dit, ouais, attention, c'est border comme position. Donc tu demandes un cessez-le-feu parce que tu veux plus qu'il y ait de bombardements intempestifs, qu'il y ait de gamins, de femmes et d'hommes qui meurent, d'innocents, quoi, tu vois. Et on te dit, ouais, mais c'est chelou comme position, bref. Et le problème et là, je vois que c'est une spécificité française sur la liberté d'expression, elle a été twistée, moi, en tant qu'humoriste, à plusieurs endroits. Déjà, à partir de 2015, avec Charlie Hebdo. Et avant ça, jurisprudence. Non, c'était avant ou après Dieudonné. Ouais, Dieudonné, c'est avant. Dieudonné, c'était avant. On a eu le cas Dieudonné. Ouais. Ça a commencé avec le cas Dieudonné, où là, déjà, en tant qu'humoriste, tu te dis, ah ouais, merde, chaud. Après, tu te dis, bon, est-ce qu'il a déconné, etc. Machin. Au final, il a été condamné sur des trucs à la fin, parce qu'il a été relaxé pendant longtemps. Mais il a été condamné à la fin sur des propos dans son spectacle. Et là, ça faisait bizarre parce que on saisit le Conseil d'État pour interdire son spectacle. Ça, c'est quelque chose qui avait jamais été fait avant, et juridiquement, il y en a même qui disaient que normalement, c'était pas possible de faire ça. C'est que juridiquement, on peut pas faire ça. Et sur des propos du spectacle, etc., on peut pas. Donc, en fait, quand bien même il peut dire quelque chose d'antisémite et tout, la façon dont c'est fait, on respecte pas la loi. Donc déjà, en fait, c'est chelou. Et donc, on twist déjà notre première... on a un premier twist sur cette liberté d'expression en tant qu'artiste, puis après Charlie Hebdo. Ça c'est encore plus signifié sur la liberté d'expression. Elle est acceptée, mais quand tu vas dans un sens. On aime bien critiquer l'islam, et ça par contre en France on a une tradition de caricature et tout, faut laisser et tout. Et là petit à petit on s'est dit en tant qu'humoriste, putain c'est chelou quand même, parce que on est censé pouvoir tout critiquer, et puis là j'ai l'impression que le spectre se rétrécit. Et puis là pour moi le paroxysme de tout ça, à titre personnel, encore une fois, c'est pas des événements que je donne qui ont été des événements marquants pour tout le monde forcément, mais en tout cas moi ça m'a marqué je le rappelle, en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste. C'était l'affaire de la petite Mila, qui quand elle avait 15-16 ans, elle avait tweeté des vidéos où elle disait aux musulmans, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul, etc. Elle s'est fait par tous les gens qui sont sur les réseaux évidemment insultés. Il y en a qui l'ont menacé de mort. Ils sont allés attraper les gens qui avaient menacé. On s'est rendu compte que dans le lot c'était pas de musulmans particulièrement. En fait, il y avait de tout. Vraiment de tout. Quand tu vois les noms, il y a des Tristan, des Lucas, des Mathilde, des machins. Voilà, c'est des types. Voilà. Sauf que, et ça c'est un truc très particulier que je vais vous sortir là. Donc, elle a été érigée en icône de la liberté d'expression, alors qu'elle faisait que insulter les musulmans, clairement. Et dans d'autres pays, je pense qu'ils auraient juste dit c'est une petite conne, voilà. Oui. Elle a compris le truc, c'est-à-dire que comme en France, on a un espèce de Graal, c'est quand t'as été menacé. Vous allez me dire de quoi il parle, Kevin. Quand t'as été menacé de mort et que t'es sous protection policière, on a l'impression qu'à partir de là, t'as le tapis rouge pour continuer de libérer ta haine. Et elle, c'est ce qu'elle a continué là. Elle est revenue quelques années plus tard en disant les musulmans, votre Dieu, je lui mets toujours un doigt dans le cul, etc. Elle a insisté. Et ensuite, maintenant, elle retweet régulièrement que des tweets d'extrême droite sur les migrants dangereux, sur les migrants qui violent les femmes, sur l'immigration, etc. Elle est très proche de la mouvance extrême droite, de la mouvance trade wife, là, les femmes traditionnelles, c'est les trucs américains, là. Ah oui. Elle est dans cette mouvance-là. Elle dit putain, elle s'en vante, elle me dit grâce à l'islamophobie j'ai glow up, elle met une photo d'elle avant et une photo d'elle maintenant. Elle vend aussi, oui d'ailleurs pour info, juste après cette histoire où tu sais on l'a traumatisée parce que elle a reçu plein de menaces et tout. Quand je mets traumatisée, vous allez comprendre pourquoi, je minimise pas les menaces, c'est juste qu'après elle a décidé de vendre des culottes usagées.
Et aussi des tableaux qu'elle faisait qui sont claqués au sol. Et après, un vieux son de rap qu'elle a sorti, de slam, qu'elle a fait écouter chez Quotidien, et ils étaient tous là. C'est bien, hein, franchement, et tout, alors que c'était claqué, mais bon, comme c'était l'icône, tu vois, ils ont fait semblant. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'emmerde, c'est que notre spécificité en France sur la liberté d'expression, c'est que dès lors que t'as voulu être islamophobe et qu'en plus tu t'es fait menacer, et ben, en fait, derrière, on te déroule le tapis rouge. Elle est invitée chez Apolline de Malherbe en vertu de. C'est-à-dire que là, Apolline, elle reçoit des anciens ministres. Ah oui, et même des ministres en fonction. Des ministres en fonction. Et il y a elle. Qui dit les musulmans, je vous mets un doigt votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul. Je dirais à la petite Mila que le Dieu des musulmans, donc c'est le Dieu aussi des juifs et des chrétiens, comme c'est une religion monothéiste. Donc tu apprendras que tu n'insultes pas que les musulmans en disant ça. En fait, si tu avais un peu de culture. Et mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est pas le style de la maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi je me permets d'être très critique vis-à-vis de cette carte menace, parce que tu sais, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu peux te faire menacer très facilement. C'est vrai, c'est très vrai. J'ai été menacé de mort quelques fois, très violemment, et je ne suis jamais mort jusqu'à présent, parce que je sais que c'est la... doute. Ouais, non, c'est bien WAM. Je me suis même fait menacer, intimider par le fils d'un avocat très connu. Ah ouais? Un avocat qui parle beaucoup sur CNews. Ah ouais? Et que son fils sur Facebook, il m'a dit mec, on te suit, fais gaffe à toi, on voit bien que t'as des affinités djihadistes machin, on va pas te louper et tout machin. Eh ben dis donc, ouais. Petite frappe de club de gym, de danse. De danse, folklorique. Ouais. Et donc le mec, il était sur mes côtes et tout. Et j'en avais même parlé à un pote à moi qui fait des vidéos, qui le connaissait. Il m'a dit ouais, il est un peu bizarre machin et tout. Je dis mais voilà, bref, en gros, être menacé quand t'es une personnalité publique ou même pas, ou quand tu dis des dingueries sur les réseaux, c'est le lot quotidien. Le problème, c'est que j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui vont jouer, peut-être qu'on devrait le faire nous aussi, hein, mais jouer la carte de la protection policière, tu sais, parce que les Zemmour, les Routel Krief, etc., tous ceux qui vont avoir des propos un peu, eh ben, ils vont toujours avoir tout de suite une protection policière, et après, on peut plus les critiquer, on dit, tu te rends pas compte, il est sous protection policière, donc, on peut plus attaquer ce qu'ils disent. Mais c'est pas parce que t'es sous protection policière, c'est mon angle, hein, et je finis là-dessus, que ça veut dire pour autant que t'as pas dit de la merde. Et que c'est pas grave ce que tu dis, tu vois. Oui, c'est vrai. Et en France, j'ai l'impression qu'on oublie tout de suite. Si t'es sous protection. Et limite là, j'aimerais trop être sous protection policière pour pouvoir dérouler, pour voir si ça marche dans le sens. Se voir aussi. Voir si ça marche dans mon sens. Parce que vraiment, j'ai l'impression que cette carte-là, elle, en gros, c'est le plus 4 Uno. Et vas-y, on peut plus rien faire. Ou c'est le Joker et on peut plus rien faire. Et c'est vrai qu'en France, là, on a un gros problème de liberté d'expression, et là je vois que avec la guerre à Gaza, ça a pris des proportions de ouf, parce que Sciences Po, parce que les universités ne vont pas dans le narratif dans le sens du vent. Non. Et là c'est chiant, parce que d'un coup je sais plus qui avait dit ça dehors, ça devient chiant, ah oui, c'était Arnaud Klarsfeld, il commence à s'inquiéter de voir que la future élite du pays puisse être pro-palestinienne, tu vois. Ah bah merde alors. C'est embêtant, hein. C'est zut. Mais c'est franchement t'as bien dressé le tableau en vrai, parce que j'allais l'étendre par rapport à ce que t'as dit, c'est le fait que là ça concerne pas que la France, et ça c'est assez surprenant. En gros, il y a un côté assez ambigu en France sur la question de la liberté d'expression, dans le sens où il y avait déjà en fait à la base des difficultés de définition de la liberté d'expression. Puisque précisément, comme on sortait de l'emprise progressive de l'Église, il y avait encore la problématique du blasphème et du lèse-majesté. Si tu veux, en gros, si tu veux, les deux grandes censures qu'on avait en France historiquement, je parle dans le passé, c'était le blasphème, donc tout ce que la religion ne veut pas que tu dises, voilà. Et généralement, la liste, elle s'allongeait au gré des religieux et de leur susceptibilité. Et c'est ça, quand on parle même de l'histoire de Galilée, etc. Ça remonte à longtemps, je sais, mais c'est important de le comprendre. C'est qu'à un moment donné, il y a une autorité qui se sent légitime à être la seule à déterminer ce que tu as le droit de dire et ne pas le droit de dire. Donc, tu avais d'un côté la question du blasphème, et puis c'était très lié, la question de lèse-majesté. Tu n'as pas le droit de te foutre de la gueule du roi. Ouais. Tu vois. Et effectivement, la France va... Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est une lutte à la fois profonde, longue et sérieuse, qui va tâcher de s'approprier le plus possible, en tout cas dans le peuple, l'opinion, et chez les penseurs et les intellectuels et les artistes, l'idée de récupérer cette liberté pour pouvoir se moquer du roi et pouvoir se moquer de la religion.
Là où c'est important, c'est parce que c'est ce qu'on voit. On le voit avec, par exemple, Voltaire. Ouais. Tu vois, Voltaire, qui voilà, philosophe, critique, etc. Et c'est pas le seul, parce que les Lumières vont justement essayer de surligner l'importance de critiquer le système en place, tout simplement. Montesquieu, c'est ce qu'il va faire. Mais Montesquieu, il va faire ça comment ? Il va passer par les lettres persanes, c'est-à-dire qu'il va faire parler des étrangers qui vont décrire un système en disant « Oh, c'est absurde, ouais, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ?» Et c'est une manière de dire « Ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est les Persans, c'est les Turcs qui disent ça. » Et pareil, hein, quand Zadig, le conte de Voltaire, pareil, il va mettre dans la bouche d'un étranger des critiques de la société française et de son système politique. Ouais, ils ont utilisé des... Ouais. Et à un moment donné, c'est vrai que ça a fait un vrai débat, un débat super intéressant en réalité. Voltaire va faire une pièce de théâtre qui s'appelle Mahomet ou l'imposteur. Et c'est caricatural, c'est grossier, c'est assez insultant vis-à-vis du personnage qu'on pourrait appeler Mahomet. Mais pas mal même d'auteurs contemporains disaient mais en fait, il est en train de se moquer de l'Église. Mais il ne peut... Alors, en tout cas, la plupart des experts de la littérature française disent en fait, c'était un procédé pour détourner, il pourrait pas faire la moitié de ça si ça parlait de l'Église, donc il va faire ça sur le prophète de l'islam. Comme ça, l'Église, elle pourra pas dire non, t'as pas le droit et tout, parce que en fait, c'est bien pour eux. C'est oui, t'as raison, c'est des hérétiques de l'antéchrist, machin. Or, lui, en fait, il faisait plein de références de ce que faisait l'Église catholique en pratique en France. Mais ça a fait quand même des débats. Et putain, en particulier... C'est sur le fil, hein. Ouais, ah oui, et un des tenants du débat, tu sais que c'est Bonaparte, qui détestait cette pièce. Il dit, pourquoi il parle de Mahomet comme ça ? Il n'a pas le droit de parler du prophète de l'islam, ce grand génie, tout. Vraiment. Et il l'a fait interdire, d'ailleurs, tu vois. Et il y a un arrêté qu'il avait pris quand il était premier consul. Mais il y avait même des penseurs autour de Bonaparte qui disent, non, mais t'inquiète, c'est pas du prophète de l'islam qui parle. Et il dit ouais, mais quand même, c'est insultant et tout. C'est marrant. C'est un truc de fou. Faudra qu'on fasse un sujet un jour sur Napoléon. Abu Napo. Bon, les gens sont pas du tout prêts. Mais en gros, et de l'autre côté, tu vois, donc progressivement, notre système juridique moderne est en train de se mettre en place par Bonaparte. Le code civil. Oui, parce que tu sais, c'est le code civil, en fin de compte, qui va établir les règles de droit, justement, sur le fait que ce que tu as le droit de dire après, c'est avec la continuation du système constitutionnel, évidemment. Parce que c'est la Constitution, celle de la Première République, qui va parler de la liberté d'opinion, la liberté de croyance. Mais ça aussi, ça va être très difficile. L'Église catholique, elle ne supportait pas ça. Elle se dit, ah non. Ah non, les Français, ils restent cathos, hein. Ah, c'est mort, il faut pas qu'ils soient autre chose. Parce qu'ils le savent. Si tu leur laisses la liberté, bah, au moins, il y en a certains qui disent, moi, je suis plus catho. Vas-y, fous-moi la paix. Ouais. Donc, ton pape ou ton prêtre, tout ce que tu veux, il peut parler au mur, moi, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est une perte d'emprise. Parenthèse intéressante, si on veut voir un peu le contexte aussi tout autour. En Espagne, il est interdit de ne pas être catholique à un Espagnol jusqu'en 1978. Ah ouais 1978. C'est trop cool. Ça a commencé au XIIIe siècle avec la loi de Limpia Sangre, la loi du sang pur, une loi génocidaire tarée, qui consistait en fait à éliminer toute personne qui aurait une origine musulmane. Et qu'en fait, ou juive d'ailleurs, hein, parce que c'était tout ce qu'on appelait les morisques et les maranes. Et l'interdiction de rentrer dans l'administration espagnole catholique si on n'avait pas une preuve qu'on était catholique sur 5 générations. Donc, première loi raciale, tarée, etc. Mais tu vois, donc tu as ce contexte-là. D'ailleurs, c'est Bonaparte qui met fin à cette acquisition. Mais en tout cas, pour toujours, concrètement, il y a la Constitution qui arrive et la marche révolutionnaire avance. Il y a même des prêtres qui sont avec la Révolution. Ce qui fait qu'il y a même une division au sein de l'Église. Bon, ça commence à avancer, mais l'Église résiste. Elle dit, non, mais ok, d'accord, vous êtes libre, vous votez ce que tu veux. Par contre, non, ils disent pas n'importe quoi, hein. Et tu dis pas n'importe quoi, c'est quoi ? On dit que faut pas faire de blasphème et faut pas attaquer les figures de l'État. Tu sais que d'ailleurs, la révolution, je fais en enchevêtrement, vous allez voir pourquoi. Parce que dans le système révolutionnaire, par exemple, pour commencer à admettre le lèse-majesté, bon, déjà, on va guillotiner un roi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt une sacrée ambiance. Ouais. Et on va imposer un truc important, c'est l'interdiction du vouvoiement. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, mais tu sais qu'on tutoyait Bonaparte. Ah ouais ? Ah ouais. Citoyen premier consul, tu feras attention que j'ai posé ce livre sur la physique il y a peu. Ça, c'est les discussions qu'il a eues avec Laplace. Et c'est pour ça que c'est ah ouais, parce qu'il disait que le vouvoiement était une forme de marqueur trop important de hiérarchie sociale. Et la Révolution française avait vraiment une volonté de niveler. Comme le disait le groupe des penseurs anglais, les niveleurs. C'est de niveler la société. Et donc,
tu vois un peu les tensions qui sont animées. T'as justement, donc là commence à s'exprimer ce qu'on appelle les opinions non religieuses et même l'anticléricalisme. C'est-à-dire ce sont soit des fois des personnes qui sont athées ou pas croyants, qui sont contre l'Église, mais même des croyants qui sont contre l'Église, qui disent « Moi, je suis croyant, mais j'ai pas envie d'être gouverné par un prêtre ou par un pape. » Voilà, moi, je veux déterminer ma foi ou ma manière de vivre ma foi comme je le veux, comme je l'entends. C'est ça, être libre. Et donc, tu as tout ce phénomène-là qui se construit, qui se noue, pour poser, en fait, les jalons de ce que, progressivement, on va amener à la liberté d'expression. La laïcité va y jouer un rôle important. On va supprimer définitivement le blasphème. Tu vois, parce que ça, c'est super important. Parce que, en gros, c'était le dernier bastion de l'Église. Ok, d'accord, ok, vous êtes libre. Vous pouvez être croyant, pas croyant, ok. Mais par contre, dites pas du mal de l'Église, s'il vous plaît. Voilà. Et ça aussi, on va l'enlever. Alors, évidemment, pour tout un tas de raisons, pour une vraie portée historique, certains vont beaucoup se lâcher. Tu vois, bah oui, parce que littéralement, l'Église catholique avait une mainmise sur le système social et politique du pays trop importante depuis de nombreux siècles. Donc, c'est là que tu vois les origines de la caricature. Ça va vraiment commencer comme ça. D'ailleurs, les premières caricatures vont être autant pour le roi que pour le religieux. Tu peux le voir, c'est super intéressant. On les voit en 1800, 1850, etc. Et c'était des caricatures qui, d'ailleurs aussi, c'est important, des caricatures intelligentes. C'est-à-dire des caricatures qui montrent et démontrent les problèmes que pose cette emprise royale ou cette emprise religieuse sur la société. C'était assez éducatif même, on pourrait le dire. Tu vois, et ça, c'est une longue histoire jusqu'on arrive dans le XXe siècle, etc. Et concrètement, fin du XXe siècle, où on parle de la liberté d'expression. La France est très attachée, comme pas mal de pays démocratiques, à la liberté d'expression. Et là, tu vas voir le contraste. C'est un élément important, selon moi, pour le contraste. C'est les États-Unis et même la Grande-Bretagne, les pays anglo-saxons. Les États-Unis... C'est le premier amendement, non ? Bah ouais. En fait, qui d'ailleurs, regarde, il est lié, en fait, c'est liberté d'expression et liberté de croyance. Parce que pour eux, ça ne fait qu'un. Ouais, ok. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que, en fait, c'est fondé. Les États-Unis ont été en partie fondés, en tout cas pour la partie gentille, en partie fondés par des personnes qui étaient chrétiennes, mais d'origine catholique et qui voulaient avoir la liberté de devenir protestants. Tu vois, ça aussi, c'est cette histoire qui est importante. Hein. Et donc, qu'est-ce que fait l'Église catholique ? Elle leur déclare la guerre. Hein. Alors que, je fais un résumé très simpliste exprès, un protestant est à la base un catholique qui a juste pris la liberté de lire la Bible. Hein. Tu sais que c'est vraiment ça. Hein. Tu sais que les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible jusqu'en 1975. Ah bon ? Jusqu'en 1975, Ils devaient juste écouter le prêtre. Sauf si tu fais séminaire. Si tu fais séminaire, mais même quand tu fais le séminaire, tu lis pas la Bible. Hein. C'est que les religieux qui te la lisent pour toi. Et quand tu deviendras religieux, ok, tu pourras, mais reste tranquille. C'est les théologiens qui vont te l'interpréter. Ah ouais, ça c'est important comme histoire. Hein. Tu vois ouais. Et je peux te garantir qu'il y a encore des gens, même je connais, qui même malgré 75, ils ont du mal. Catholiques, ils ont du mal. Ils disent, oh, tu sais, c'est un peu, ils sentent c'est un peu péché, c'est un peu. Ils se contentent de lire, les prières. Exactement, c'est exactement ça. Et les bulles, ce qu'on appelle donc c'est les lettres du pape, ainsi que ses livres, etc., ses traités, ses propos. Ah, c'est ouf, hein, cette emprise. Alors que le protestant, bon, des fois c'est heureux, des fois c'est malheureux. Il va se mettre à lire et tout, il va interpréter tout seul, etc. Ça donne le protestantisme. Ils se sont fait combattre. C'est la fameuse guerre de religion, persécution, tout ça. Ils en ont marre, ils se barrent. Et c'est eux qui vont en partie fonder les colonies britanniques d'abord en Amérique du Nord, pour ensuite déclarer l'indépendance dite des États-Unis. Et donc pour eux, c'est trop lié. C'est le fait que j'ai choisi d'être protestant et d'être libre de penser et de dire ce que je veux, c'est la même chose. Donc plus jamais on empêchera cette liberté-là. Et c'est là que tu comprends presque que cette liberté, pour eux, elle est plus importante que l'esclavage, en fin de compte. Parce que ça les a pas empêchés d'être des esclavagistes. Ouais. Tu vois ? Mais par contre, c'est très sérieux pour eux. C'est ce qu'on appelle le free speech. Ouais. Le fait de pouvoir dire tout ce qu'on pense. Ça a fait des débats jusqu'à la milieu du XXe siècle. Oui, parce que même eux, par exemple, ils ont le droit de... Je sais que là-bas, le Ku Klux Klan ou les nazis, ils défilent. Ils ont le droit de défiler dans la rue, par exemple. Tout à fait. En fait, ça fait partie de... C'est exactement ça. En fait, parce que il y a eu des vrais débats. Il y avait un débat entre Karl Popper, un grand épistémologue, philosophe, et ensuite, bon, il était assez jeune, mais c'est encore le cas aujourd'hui avec Noam Chomsky. Le méga Noam Chomsky, c'est grand savant du langage, hein, tu vois, et penseur politique super important, où c'était un vrai débat, en fait, de se dire, tu sais, c'est cette phrase qui est par contre plus connue en France. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ouais, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et Noam Chomsky, il dit,
attention à cette phrase. Parce que qui décide qui sont les ennemis de la liberté ? C'est ça. Et là, ça commence à être dangereux. Et c'est pour ça qu'en fait, il dit, ok, c'est bien, là, on est tous d'accord que les nazis, c'est mal. Ok. Mais si un jour, par une voie assez étrange, ils finissent par montrer patte blanche dans tous les sens du terme, ils n'ont pas l'air si racistes que ça, ils ont l'air très doux et soft, et qu'après, progressivement, ils prennent le terrain pour ensuite avoir le pouvoir. Et qu'ensuite, c'est eux maintenant qui rabattent les cartes et qui disent qui sont les ennemis de la liberté. Ça fait penser à quelque chose. Bah ouais. C'est ce qu'on vit ici. C'est ce qu'on vit actuellement. En France, c'est exactement ce qu'on entend. Parce que par exemple, je prends juste le truc par rapport au Hamas. D'ailleurs, en plus, le Hamas, c'est pas le Hamas qui combat l'armée israélienne, c'est la branche armée. Oui, tout à Hamas, fait. Tout à fait. Qassam. Et parce que le Hamas, c'est le mouvement. Et il y a une branche politique, armée, tout à fait. Voilà. Et il y a la branche armée du Hamas qui est Qassam. Et je crois même qu'il y a des dissensions parfois entre les deux. Et des tendances, etc. Et une autonomie. Il y a une autonomie, le Qassam. Ça, il faut lire les politistes et les sociologues du politique qui ont travaillé sur ce sujet. Et donc là, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'au final, si Mourad, je parle sous ton contrôle, mais on avait vu que sur une carte, il y a des pays. François Burga. Pour la référence, François Burga, c'est très bien. Oui. François Burga, c'est très bien. En fait, on a les pays occidentaux européens, l'Australie, je crois, Japon et les États-Unis qui considèrent le Hamas comme organisation terroriste. Et puis, je crois qu'on a tous les autres pays qui considèrent comme un mouvement de résistance. Tout à fait. Et donc, la question, c'est qui décide de quoi ? Qui décide de dire... Qui a le dernier mot ? Qui a le dernier mot ? En tout cas, il y a des gens à l'ONU qui disent que ça, c'est pas un mouvement terroriste. Donc, normalement, l'ONU est censé être un référent, on va dire, international. Mais c'est une vraie question. C'est comme quand tu vois à l'école, quand j'étais plus jeune et qu'en cours de géo, j'en ai déjà parlé ici dans CKR, dans le cours de géo, on avait un petit encadré sur le livre qui parlait des États rebelles, les Rogue States, parlait de l'Iran, etc. et tout. Mais Rogue State par rapport à qui ? Mais bien sûr. Qui décide ? Est-ce que pour l'île Maurice, l'Iran, c'était un rogue state, par exemple ? Et puis bon, on peut faire un petit truc amusant, qui est assez objectif, c'est tu sais, le nombre de résolutions de l'ONU non respectées. Ah bah oui. Là, tu vois, regarde, Mourad me dit, c'est pour ça que l'AFP et toutes les agences de presse ne définissent aucune organisation de terroristes. Ben oui. Parce que ça dépend des pays. Ben oui. Bah tu sais, l'IRA en Irlande. L'ETA au Pays Basque. L'ANC tout à fait, en Sud-Afrique. Tout à fait. Ah ouais, non mais clairement. De Mandela, c'était des terroristes. C'est ce qui fait dire, en fait, et on a toujours du mal avec les sociologues quand ils parlent, mais je comprends. C'est ce qui fait dire aux sociologues quand ils disent, le terrorisme, ça n'existe pas, en fait. En soi, ça n'existe pas. Il y a effectivement des manifestations de violence armées, groupées, qui militent pour une cause. C'est-à-dire que même les gros tarés Daeshois, là, tu vois, tout ça, attention, c'est ce que disent les sociologues, mais il y a des facteurs, faut savoir. Les gars, ils sont équipés comment ? Ils ont eu leurs armes comment, les amis ? C'est quand même bizarre, parce que c'était pas un endroit envahi par les Américains à la base, l'Irak ? Et les armes, ils les ont eu comment ? Mais ils viennent d'où, les gars qui ont fondé la Daesh ? Des prisons américaines ? Mais ils ont fait ça comment, du coup ? C'est en quoi ? C'est entre deux petits américains qu'ils ont... Non mais, tu vois, faut gratter. Comment ça se fait ? Comment ils font ? Et puis tu sais qu'il y a toujours une immense base américaine en Irak, ainsi qu'en Syrie. Tu fais, ils font quoi, du coup ? Parce qu'ils ont pas l'air de trop lutter contre Daesh. Tu dis, alors, c'est bizarre quand même. C'est un peu curieux, votre histoire. Vous êtes là pourquoi, finalement ? Pour y avoir un pipeline. C'était donc pour ça. Donc tu vois, cette fabrication, c'est un concept en sociologie politique, justement, de ces types de conflits. C'est ce qu'on appelle la fabrication de l'ennemi. Comment un pays ou une entité ou une organisation va fabriquer l'ennemi. Et en fait, tu le criminalises, tu le diabolises, et pire encore, comme pour le cas de la Palestine, tu le déshumanises. Tu vois ? C'est ce genre de registre qui tient là. Il y a évidemment du terrorisme d'État. Les guerres d'opium et puis par rapport à la Chine, c'est quand même copieux. Tu sais, on a parlé récemment, quand je dis récemment, c'est il y a quelques mois, de la mort de Kissinger. Ouais. Il était à l'œuvre quand même, le mec était à l'œuvre d'un truc authentique. Attentat du 11 septembre 1974, qui est en réalité le coup d'État de Pinochet sur le président légitime socialiste Salvador Allende. Tu sais, c'est quoi l'attentat ? Je te jure que c'est vrai, un avion qui s'écrase sur une tour. Non. Je te jure que c'est vrai. Il y a un avion qui s'écrase sur une tour, il y a des blindés qui commencent à rentrer dans la capitale, et en fait, ça s'encercle très vite parce que Pinochet a eu un soutien explicite de la CIA sur les bons soins de Kissinger. Et il l'a même assumé. Il dit, ouais,
tout à fait. Parce que si vous croyez qu'on allait accepter qu'une république socialiste se fasse au Chili, c'est mort. C'est dingue. Et tu vois, donc, c'est qui les terreux, en fait, à ce niveau-là? Bah, c'est ça. On discute un petit peu? Ouais, mais c'est ça. Et du coup, la liberté d'expression, elle est censée pouvoir justement nous permettre de discuter de tout ça et pas nous foutre dans le jus d'apologie au terrorisme parce que tu parles de... En fait, souvent, c'est parce que soit ils parlent de génocide et ils disent, bah non, tu peux pas, mais alors que c'est l'ONU ou la Cour internationale qui parle de ça. Bah t'as vu, là ce que t'as dit sur le truc de l'AFP et ce que tu rajoutes même par rapport à la question du droit international, mais en vrai, et ce qu'on a dit là sur justement la fabrique du terrorisme, c'est que concrètement, mais tu sais que vraiment pour le coup, des juristes de tout horizon et de même tout bord politique ont hurlé quand ils ont appris cette qualification juridique étrange de l'apologie du terrorisme. Ils se disent, mais comment, c'est quoi cette histoire? Parce que c'est pas très précis votre histoire. Bah non, il suffit d'un logo. Exact. Et tu qualifies quoi, le truc de terrorisme, en fait, à un moment donné? Parce que, et c'est bien là le problème, c'est comme ça que des dictatures sournoisement se mettent en place. Là, c'est la méthode sournoise, pas la méthode radicale. La méthode sournoise, c'est quand tu vas, par exemple, délégitimer la parole contre le président. Bah, mais parce qu'on le connaît très bien, ce schéma. Dans plein de pays arabes, ça a été comme ça. Au début, parce que l'Égypte, on aime bien, hein. Tu sais, quand on a quand même le président du Conseil constitutionnel qui t'explique que le coup d'État sanguinaire de Sisi en Égypte, il appelait ça un coup d'État, un putsch démocratique. Oui. Ils ont massacré 1500 personnes dans une place. Tu fais, ok, d'accord, frères musulmans, islamistes, ce que tu veux, mais t'as pas le droit de faire ça, en fait. Normalement, c'est dans les urnes que ça devrait se régler. Et en plus, pour de vrai, ils sont passés sur le rasoir, les frères musulmans, dans cette élection. Donc ça montre bien que c'était pas ouf. Et puis il y avait des manifs, effectivement, contre les frères musulmans, tout à fait. Et qu'il y avait une opinion qui était complètement contre. Ces Youssef en faisait partie, justement. Donc, c'est pas à ça que ça ressemble une démocratie, normalement. Tu te rends compte que le premier, et malheureusement le dernier président civil élu par le peuple, est fini mort dans une prison en Égypte. C'est une dingue. Donc tu vois ça aussi. Et puis bon, avec un appui très sympa, Disclose, qui a fait un magnifique travail sur la collaboration super déplacée des forces armées françaises à des éliminations politiques menées par l'Égypte. C'est gênant tout ça. Mais donc, quand on critique ça, c'est quoi? C'est l'apologie de quoi? Tu vois, c'est ça, parce que d'ailleurs, ils sont poursuivis, tu sais, que les lanceurs d'alerte qui ont permis d'avoir cette info chez Disclose, tu vois, ça aussi, sur la question des lanceurs d'alerte, de la liberté d'expression, ils sont menacés. Parce que par contre, en France, on a une législation qui est beaucoup trop molle, pour ne pas dire pratiquement lâche, sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors que, pour le coup, aux États-Unis, pendant longtemps, malheureusement, ça s'est ramolli avec le 11 septembre, précisément avec le Patriot Act. Il y avait vraiment une protection des lanceurs d'alerte. Tu vois, c'est pour ça même la question de la liberté de la presse aux États-Unis. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des interventions, honnêtement, c'est un inédit, même si on peut faire un parallèle quand même avec l'époque de la guerre du Vietnam. C'est un inédit de voir aujourd'hui aux États-Unis, dans les plus grandes universités du pays, et qui sont en fait les plus grandes universités du monde. L'Ivy League, tu sais, c'est les grandes universités, Harvard, Princeton, Yale, etc., MIT. Columbia, c'est un truc de fou. Écoutez, Columbia, la bibliothèque juste de Columbia, c'est le fond de la Bibliothèque nationale de France. C'est une bibliothèque qui ne ferme jamais, le rêve. Donc, toi là-bas, laisse tomber. Oh là là Parce que là, déjà avec Hamza, quand on était parti en Algérie, quand il rentrait dans une toute petite librairie, il pouvait y rester une heure. Bien sûr, alors là, toi, à Columbia, tu poses une tente. Mais c'est des temples, c'est un truc de fou. Et en plus, il y a tout ce qui fait pour que tu peux rester dormir et tout. Là. Non, mais ah ouais, mais bien sûr, ils ont tout compris. Faut qu'on t'emmène là-bas. Vous comprenez pourquoi les packs HMD et FYM, là, il faut qu'on envoie notre gars là-bas pour qu'il revienne. Il va nous pondre des 15 épisodes. C'est dingue. Et donc, tu vois, ces grandes universités qui sont financées par des lobbies, parce que c'est ça, c'est des grands fonds, etc., des fonds privés, et même publics, il y a tout, parce que c'est des budgets de malades. Enfin, t'as compris, là, pour avoir le fonds de... C'est en milliards, non? Ouais, c'est des dingueries. Harvard, non, mais MIT, mais tu le vois, par contre, t'as le résultat. On est sur c'est des usines à savoir qui sont immenses, extrêmement investies par des étrangers, parce qu'ils ne suffisent pas, les Américains, pour la remplir. Clairement pas. Et elles sont, objectivement, faut le dire clairement, elles sont dans le classement. Donc, c'est simple, dans les 10 premières universités mondiales, c'est 7 d'entre elles qui sont américaines et qui font partie de l'Ivy League. Il y en a 2, c'est britannique, et il y en a une... attends, elle est où? Il n'y a pas la Sorbonne? Ah non, elle est la Sorbonne, d'ailleurs, c'est même pas la Sorbonne, c'était Paris 7, même si je pense qu'ils ont fait une alliance. Jussieu, c'était Jussieu, qui est venu avec Paris-Saclay, et maintenant ils sont 45e, ou peut-être qu'ils sont montés 36e.
C'était dur, hein. Oh là là, c'était dur. C'était très dur. Au début, on n'était même pas dans les 50. Et là, on est en train d'essayer de remonter. Mais je crois qu'ils sont arrivés dans la vingtaine maintenant. Faudrait revoir la liste. Ouais, mais c'est bon. Après, quels sont les critères? C'est les critères de Shanghai, entre autres. Parce qu'ils n'ont pas les meilleures universités, mais ils ont au moins la capacité. On évalue, tu sais, le nombre d'articles produits, de découvertes faites, de prix qui ont été décernés, de thèses qui ont été écrites et de livres qui sont. Bref, Harvard, c'est une vraie machine à tuer. Columbia, c'est de la dinguerie, c'est vraiment du savoir, mais brut. Et là où c'est le choc, justement, hein, qui fait beaucoup d'émotions à Arnaud et à plein d'autres, visiblement, c'est que, en plus, tu sais, c'est une élite vraiment, mais de l'élite américaine. C'est-à-dire que c'est des enfants de gros fortunés. Bah ouais, c'est super cher. Dans la classe populaire. Et t'as tout. Alors, et même quand il y a des Afro-Américains qui sont à la fois d'origine populaire pour ceux qui ont des bourses et à la fois d'origine élevée, hein, bien sûr, parce qu'il y en a aussi. Bah ouais, mais les gars, pas de bol. Parce qu'en fait, ils ont eu des très bons profs. Franchement, moi, j'ai un respect infini pour les profs, parce que je sais que le taf qu'ils font depuis 20 ans, en vrai, tu sais, avec de la sociologie, tout, de la vraie et de la pure, en fait, les étudiants, ils commencent à réfléchir. Et c'est ce qu'ils disaient, qu'ils ont des affiches, ils disent, je peux pas avoir lu Édouard Saïd, l'orientalisme, et ne pas l'appliquer dans le monde réel. Je peux pas avoir lu Frantz Fanon. Et les gars, ils lisent Frantz Fanon, ils sont chauds. Non, mais ils sont chauds. Non, mais là, t'as même des TikTok, t'as des profs et des étudiants qui disent, je vais vous expliquer pourquoi Frantz Fanon, c'est le feu. Et là, ils t'expliquent, mais c'est une, ah ouais, vraiment. Et donc là, ça affole. Comme c'est la jeunesse de l'élite, le pouvoir, ça les affole. Hein, on est dans le paradigme de Socrate. Socrate, il est accusé de se moquer des dieux et de corrompre la jeunesse. Tu vois? Et il va être exécuté par une démocratie, hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Enfin, une démocratie. Hein. Démocratie. Bon, on reviendra. Mais concrètement, donc là, il y a le feu. Voir la scène de la directrice du département de philosophie de l'université de Emory, si je dis pas de bêtises, à Atlanta, mais c'est même le cas, il y a eu la même scène dans d'autres facs, se faire menotter. Et là, tu dis, attends, juste une seconde. Elle se fait menotter pourquoi, là? Elle a mis le feu quelque part? Elle a préparé un suicide collectif? Non, mais vraiment, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste free speech. Elle a juste dit des choses. Elle a dit des choses. Et en plus, en l'occurrence, là, on revient sur quoi? On peut arrêter de tuer des innocents? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le slogan, quand même, hein. C'est, on arrête de tuer des innocents? C'est possible ou c'est comment? En fait, comment on fait? C'est quoi le projet? J'en ai rien à battre de l'identité et de l'identification et de la classification et de la spécification des personnes innocentes qui se font défoncer. Je veux qu'on arrête de les défoncer. On fait comment, maintenant? Vous voulez que je vous le dise en quelle langue? Vous voulez que je vous le dise comment? Et vous voulez qu'on fasse comment pour que ça s'arrête? Parce qu'il va vraiment falloir qu'on l'arrête, ça. Et l'histoire est impardonnable sur ce sujet. Et que vous pouvez pas nous amener à des décennies d'éducation pour dire c'est pas bien de massacrer les gens, c'est pas bien de faire des massacres, les génocides, c'est mal, il faut jamais oublier, oh là là, c'est trop grave. Et qu'après, quand on envoie un sous nos yeux, on dit ah non, non mais c'est en réponse. Ouais, et puis vous, c'est pas les bons, vous êtes non mais à la guerre, comme à la guerre. Et puis tu sais des poncifs. Mais avant le 7 octobre, il y avait la paix. Ouais, célèbre animateur télévisuel français qui avait mis ça en story. Super. Mais en fait, en gros, tu sais, j'ai envie de dire que des gens soient pro un truc comme ça. D'ailleurs, c'est même pour ça que parfois ça me dérange même des fois de dire ouais, c'est des manifs pro-palestiniennes. Mais non, c'est pas vrai. C'est des manifs qui exigent un cessez-le-feu immédiat humanitaire. On en parlera après du pro-palestinien. Vous inquiétez pas, on a le temps depuis 75 ans de toute façon pour régler des comptes. Mais concrètement, en réalité, ils demandent le cessez-le-feu. Tu vois? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des éléments de langage. La guerre contre le Hamas. Ah non. Hein. Ah non, ça fait depuis très longtemps que c'est plus le Hamas qui est concerné, là. Ça a débordé, les amis, hein. Là, on n'est plus dans le collatéral, là. Hein. C'est presque la guerre contre tout sauf le Hamas, en fait, en fin de compte. Hein. Sur tout ce qui bouge, hein. Les chiens, les chats, tout le monde, les poissons rouges, ce que vous voulez. Grave. Donc, en fait, tu vois, c'est ça la rhétorique. Et la question, maintenant, c'est pour ça que c'est important, c'est que nous, tout ça a mis en lumière des phénomènes de domination qui, en fin de compte, étaient théorisés par des penseurs décoloniaux, post-coloniaux, comme Frantz Fanon, sur l'impérialisme dominateur qui ne supporte pas qu'on le critique. Quoi? Tu oses dire que je te colonise? Bah ouais, en fait. Et je vais même te demander d'arrêter. Tu vois? Ouais. Et ça, en fait, bah oui, j'ai envie de dire, pour être honnête, on s'attendait à quoi? Que l'Empire dise
Ah merde, on vous a colonisé. Ah désolé. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, mince. Merde. Je vous marche dessus depuis 70 ans. Ah, c'est chez Watt. Ah putain, je suis con. J'ai pas eu le mémo. Je croyais que c'était une dépendance en plus. Oui, je crois qu'il avait écrit mon nom, mais j'arrivais pas à comprendre, c'était une langue que je connais pas. Et donc, tu vois, et donc le mec, il dit, bon, bah, finalement, c'est quoi, on fait un préavis pour changer de bail? Comment ça se passe? Ah, bah ouais, elle est bonne, celle-là, mais tu te dis que, en fait, c'est c'est ce qui implique et ce qui nécessite littéralement une lutte. Une lutte de la pensée, une lutte de la parole, une lutte de la réflexion. Et concrètement, bah, c'est pour ça qu'il y a un rapport de force qui se met où on va criminaliser, délégitimer et arrêter. Le bâillon, comme disait Mourad, c'est tout à fait vrai. Parce que en plus, tu sais qu'en plus, c'est un double effet. Le fait de mettre en garde à vue ou de convoquer, parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est même pas des gardes à vue. C'est un non-événement, hein. Ouais. Mais c'est donc, juste que, voilà, tout le monde le reprend. Et tout le monde le reprend. Et surtout, regarde l'astuce terrifiante. C'est que pendant ce temps-là, on parle pas des vrais trucs. Eh ben ouais. Tu fais un phénomène d'actualité qui reste sur l'événement nul et en plus illégitime en lui-même et on parle pas du reste. Et donc c'est ça sur la question. Mais par contre là où c'est très intéressant, c'est que encore une fois Todd avait raison parce que là les États-Unis continuent de se parjurer, c'est-à-dire de contredire ses propres principes, ce qui est un signe profond de déclin. Et la France également est en train de parjurer ses propres principes. Parce que elle dit la liberté d'expression, Charlie, où es-tu, Charlie machin. Bah, à un moment donné, c'est pas très Charlie tout ce que vous faites, hein. Totalement. Et à partir de là, faut comprendre que c'est une fébrilité qui est liée à en fait un affaissement impérial, parce que il y a encore un fait impérial qui demeure et qui va devoir disparaître, et que ça n'implique pas une question de peuple. L'impérialité, si on veut, l'impérialisme est un fait de domination institutionnelle. Il dépasse largement la question de personnes, de groupes ou de communautés. C'est un fait institutionnel. Et nous avons suffisamment éprouvé dans différents endroits du monde, beaucoup de Français ne comprenaient pas du tout pourquoi il fallait qu'on arrête l'Indochine. Il faut quand même pas l'oublier. Le héros général Leclerc, pendant la Seconde Guerre mondiale, est parti massacrer les habitants du Vietnam en Indochine. Ah bah oui, il était l'un des plus importants agents de répression des autorités françaises contre les Indochinois, comme on les appelait. Et donc là, tu te dis, là, il y a quand même un sacré souci. Donc c'est ça, en fait. Et ça, c'est malheureux. C'est l'histoire où le fait de domination et d'impérialisme se met en place. Et donc, au début, il veut se montrer, parce que ce discours, nous sommes supérieurs parce que nous, on a la liberté d'expression. Nous, on a des constitutions. Nous, on fait des élections. Alors que vous, les barbares, ceux qui sont aux marges de l'Empire, qui maltraitaient les femmes, vous ne faites même pas de vote. Et en plus, vous êtes trop obnubilés par vos religions, etc. Vous qui êtes inférieurs, qui êtes dans les ténèbres, comme l'ont dit certains, eh bien, vous devez être colonisés pour vous civiliser. On doit vous apprendre la vie et votre existence. Et à partir de là, mais votre jeu-là, il va pas durer longtemps parce que c'est bourré de contradictions. Et ça, désolé, mais il y en a, ils vont vous chatouiller avec ça. Et ça va pas, c'est pas le prix d'être fini. Merci beaucoup pour cette masterclass sur les origines de la liberté d'expression et sur ce qu'il en est à ce jour de cette liberté d'expression qui n'existe, qui commence à se dévoyer, qui commence à disparaître et qui périclite, je dirais même, parce que je cherche tous les synonymes que j'ai. Et nous, on essaie de l'entretenir ici, et plus vous nous donnez d'amour, plus on pourra la pousser de plus en plus. En tout cas, c'est un plaisir, comme d'habitude. Merci mille fois de nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un live cette fois-ci. Alors ça change rien pour ceux qui nous écoutent en podcast, l'émission sera toujours publiée, mais là cette fois-ci le dimanche on va vous prendre en direct les commentaires, etc. On va revenir sur l'épisode parce que là t'as vu, on s'est bien retenu sur l'épisode 22 sur la sorcellerie, parce que ça, oh là là, j'ai reçu tellement de messages, on a hâte de vous en parler. Merci beaucoup Dr H. Merci à toi. Merci à Gaël Canicagnan, ma chérie, qui est à la réalisation, au montage, qui a failli s'endormir là, je t'ai vu là. Ça balance. Elle est fatiguée, elle a eu une grosse journée. Vas-y. Donc là, si vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il n'y a qu'un seul plan pendant toute l'émission, c'est juste qu'il y a des moments où voilà, elle était au bout de sa life. Et le showrunner, Mourad Mokadem, et qui gère d'une main de maître aussi le Telegram. Continuez de nous suivre. Et à la semaine prochaine, peut-être avec un Molière en plus. On sait pas, on croise les doigts.